Bonjour à tous, grand rendez-vous de l'intelligence artificielle de Smartech. Aujourd'hui, à la une de l'émission, on va parler du plongeon dans le grand bain de Meta, dans l'IA évidemment en Union européenne. On va aussi s'intéresser à ce projet de CERN européen pour l'IA. Et puis, on va vous partager quelques applications qui nous ont carrément bluffés. On parlera aussi dans cette édition d'OpenAI avec ce retournement de situation. Pourquoi cette structure reste finalement sous le contrôle d'une organisation à but non lucratif. Mais d'abord, 3 questions sur des pièges anti-moustiques connectés. Et oui, c'est la saison qui démarre. On en parle tout de suite dans Smartech. Ma boîte à moustiques a levé 1 million d'euros, un peu plus d'1 million d'euros d'ailleurs, pour accélérer dans la recherche de la lutte contre ces espèces invasives. Et on en parle avec Romain Tiberghien. Bonjour Romain. Bonjour Lily, bonjour, enchanté. Enchanté, ravi d'être connecté avec vous. Vous êtes le président et le cofondateur de Ma Boîte à Moustiques, donc entreprise toulousaine. Vous nous parlez de là-bas, j'imagine, vu votre teint. Vous concevez donc des pièges à moustiques connectés. Expliquez-nous comment fonctionne ce dispositif, puis surtout ce qu'il a de spécifique et d'efficace. Ouais, alors c'est très simple en fait. Ce qu'on cherche à faire, c'est le principe du biomimétisme. On cherche à copier un humain. Et alors, comment copier un humain parce qu'on sait que les humains vont être piqués finalement par les moustiques, notamment femelles. On va chercher à copier finalement notre respiration par une très faible émission de CO2 biosourcée et à copier également l'odeur de notre peau par un attractif odorant. Et ainsi, le moustique, en fait, il va se retrouver finalement à une dizaine, quinzaine de mètres du piège, va être attiré par le dispositif et ensuite aspiré. C'est une forme d'aspirateur. La particularité ensuite de nos pièges, c'est vraiment la notion de intelligence embarquée, c'est-à-dire c'est comme une station météo, elle a différents capteurs intégrés, ce qui lui permet de s'adapter au cycle de vie du moustique. Par exemple, il pleut, on sait que le moustique femelle ne va pas voler, par contre il a plu et derrière il fait chaud, on sait que les moustiques vont chercher à nous piquer et là la machine, elle va maximiser en tout cas l'émission de CO2 biosourcée à ce moment-là pour attirer un maximum de moustiques et abaisser le niveau de nuisance. Donc là, nous, on voit quelques images du dispositif. C'est quand même une boîte assez grande qui peut être à l'extérieur, donc qui va attirer ces moustiques. Mais si nous, on est à côté, on peut les attirer aussi. Comment est-ce qu'on s'assure qu'on ne soit pas tous des pièges, finalement ? Alors, c'est une très bonne question, en fait. Une des clés, c'est évidemment le conseil, du coup, associé à l'installation de ces dispositifs. On ne va pas le mettre juste à côté de nous sur la terrasse, mais plutôt à 5, 10, 15 mètres du dispositif, de la terrasse, du lieu de vie principal, parce qu'en fait, le piège va attirer en effet les moustiques, comme nous les attirons également. Ce qui permet, dans l'environnement extérieur dans lequel on vit, par exemple sur 300, 700 mètres carrés, d'abaisser la nuisance de plus de 70% dans un rayon d'action après 1 à 2 semaines de mise en œuvre du dispositif. Alors, j'ai parlé de votre levée de fonds d'un peu plus d'1 million d'euros. Quel est l'objectif pour vous ? Quelle est la suite de l'histoire ? Alors, notre histoire, elle a démarré avec ce piège assez iconique, Ma Boîte à Moustiques, qui ressemble à une jardinière. Et finalement, aujourd'hui, l'histoire de Ma Boîte à Moustiques, ça n'est pas juste un piège, c'est plusieurs marques. Donc, on a la marque Ma Boîte à Moustiques, avec cette marque professionnelle, avec plusieurs milliers d'installations partout en France, et maintenant on commence également à l'étranger. Une marque qui s'appelle WeLive, qui est plutôt pour le grand public. Et aujourd'hui, en effet, on continue d'investir assez fortement pour développer les innovations de rupture de demain, des innovations d'usage, mais également de rupture. Et du coup, on investit en effet dans des laboratoires, dans des capacités de test, mais aussi du coup dans des ruptures d'usage, donc des brevets associés qui arriveront dans les prochaines années. Et ça fonctionne en intérieur, dans des appartements ? Non, alors notre principe, c'est avant tout d'abaisser le niveau de nuisance en extérieur, du coup en copiant le comportement humain. Alors évidemment, si on l'abaisse en extérieur, on va permettre d'abaisser la nuisance également naturellement en intérieur, mais les dispositifs type piège à CO2, c'est avant tout en effet pour l'extérieur. Vous vous attaquerez à d'autres espèces invasives, parce qu'il n'y a pas que les moustiques qui nous embêtent. Alors, en effet, dans la société, on a des capacités de recherche, de développement, on a cette dimension de science de l'insecte avec l'entomologie, la capacité de développer des produits, de les fabriquer, de les industrialiser en France et d'amener tout un service de conseil, puisqu'on a aussi une application associée aux produits. Et du coup, avec ça, on s'intéresse d'abord aux moustiques, on se concentre dessus actuellement et pour les 2 prochaines années. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avec ce type de dispositif, on sait qu'on a des problématiques comme le frelon asiatique ou autre,
pour lesquels on pourrait demain amener des réponses avec l'expertise qu'on développe dans la société. Tout à fait. Exactement, je pensais à ça pour les jardins, c'est l'autre espèce qui embête tout le monde en ce moment. Et une dernière question, aujourd'hui vous êtes une entreprise toulousaine, vous parlez de technologie française, votre premier marché c'est la France ? Ouais, actuellement, en fait, la société a été créée, c'est assez récent, en 2021, avec un premier exercice en 2022. On faisait une centaine de milliers d'euros de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on a dépassé les 2 millions de chiffre d'affaires, avec 90% de notre marché qui est en France. Mais aujourd'hui, on avance pour développer la Suisse. On est présent au Cameroun, on est présent en Côte d'Ivoire, et on se développe également à l'international actuellement. Merci beaucoup Romain Tiberghien d'avoir été avec nous dans Smartech pour cette ouverture de l'émission. Je rappelle que vous êtes le président et cofondateur de ma boîte à moustiques. Nous, on enchaîne avec plaisir. On enchaîne, nous, avec le grand rendez-vous sur l'intelligence artificielle de Smartech. Dans le grand rendez-vous de l'IA de Smartech, aujourd'hui, nous avons Charles Martinet. Bonjour Charles. Bonjour. Je rappelle que vous êtes le responsable des relations institutionnelles au Centre pour la sécurité de l'IA, le CESIA. Vous élaborez des recommandations pour la gouvernance internationale et européenne de l'intelligence artificielle. Avec vous, Mehdi Medjaoui. Bonjour Mehdi. Bonjour. Vous êtes entrepreneur, CEO de Olympe Legal. C'est un assistant IA pour les DPO, pour tous ceux qui travaillent sur la protection des données personnelles dans les entreprises et organisations. Et vous êtes également le fondateur de conférences. Je vous ai rencontré sur la première grande conférence Génération AI et plus connu parce que plus ancien, Happy Days également à votre actif. Alors, je voulais vous faire commenter quelques actualités dans l'intelligence artificielle et notamment parler de Meta AI, puisque ça y est, c'est vraiment une entrée en force, en puissance de Meta sur le marché de l'IA et notamment en Europe. À partir du 27 mai, Meta va commencer à utiliser les données de ses utilisateurs de Facebook, d'Instagram pour nourrir son chatbot, son intelligence artificielle et son grand modèle de langage. Alors, ça a suscité pas mal d'émoi, je dirais. D'un seul coup, les gens se sont dit « Oh, mes données personnelles vont être utilisées par l'intelligence artificielle ». J'ai l'impression qu'à chaque fois que Facebook sort quelque chose qui utilise les données, ça nous met en émoi. Les autres font la même chose quand même, il faut le préciser. Comment est-ce que vous percevez-vous cette arrivée de Meta dans l'IA avec la volonté vraiment d'être une nouvelle puissance parmi les puissances, au même titre qu'un ChatGPT, un Gemini ? En fait, Meta, Mark Zuckerberg s'est cherché. Il avait Facebook, il a racheté Instagram, il a racheté WhatsApp, et ensuite il s'est rendu compte que c'était compliqué. Il a essayé d'aller dans le métavers en rebaptisant la société Meta. Et donc là, il sent que c'est l'IA qui est la grande tendance. Donc c'est pour ça qu'il met tout sur l'IA. Puis il a même changé de style, il a changé tout de manière de parler, de penser, ce genre de choses. Et même si c'est pas vraiment nouveau, parce qu'il faut quand même rappeler dans l'histoire de Facebook, les chatbots, ça fait longtemps que c'est un projet de Mark Zuckerberg de créer justement des applis dans Facebook pour discuter avec les utilisateurs, pour leur faire des recommandations de shopping. Ça fait longtemps que ce projet est là. Hein. En 2014, il avait racheté, je crois, 8.ai, Alexandre Lebrun, qui maintenant travaille chez Meta. Ouais. Il avait déjà commencé l'ère des chatbots 2015-2016, mais ça ne marchait pas aussi bien que maintenant. Et aujourd'hui, oui, quand on attend tellement de données, quand on est une application avec plus de 2 milliards d'utilisateurs, oui, on a envie de faire de l'IA parce qu'on sait que c'est la donnée qui va permettre de gagner la bataille. Et donc là, il essaye, et ça va être intéressant d'en discuter dans un deuxième temps, mais il essaye de montrer qu'il le fait en respectant les règles, alors que comme vous le disiez, OpenAI, Meta, et Anthropic et tous les autres ne respectent rien du tout. Là, ils font semblant. Il y a d'autres contextes. De X aussi, peut-être. XAI, ouais. Là, ils font semblant dans un contexte qui est intéressant, et on aura l'occasion d'en reparler, mais ça s'est joué, c'était très politique. Quand vous dites qu'ils ne respectent rien les autres, il y a quand même les règles en Europe aujourd'hui qui imposent de respecter la protection des données personnelles. Est-ce que vous êtes plus inquiet aujourd'hui qu'hier, par exemple ? Alors, tout à fait. Surtout, ce n'est pas forcément très étonnant de la part de Meta. Comme le disait Mehdi, ils ont un nombre d'utilisateurs et une quantité de données absolument énorme qu'ils peuvent utiliser pour entraîner leur modèle d'IA. Il faut quand même dire que ça s'appliquera pas aux échanges privés sur les applications de messagerie. Pas sur la messagerie WhatsApp. Exactement. Ouais. Mais ça s'appliquera aux posts qui sont publics et aux échanges faits par les utilisateurs avec les chatbots IA. Oui. Il y a une possibilité de dire qu'on ne veut pas que ces données soient utilisées par Meta, mais ce n'est pas un simple réglage à changer, il faut envoyer un formulaire. Donc il y a quand même, ils essaient de mettre en place des mécanismes qui font que ça sera systématique. C'est assez inquiétant de mon point de vue. Pourquoi ?
de par l'histoire de Meta. On se souvient du scandale Cambridge Analytica qui avait mené à des violations massives de la vie privée de millions d'utilisateurs. On voit aussi, dans le domaine de l'IA cette fois-ci, Meta a lancé son premier modèle open source, Llama, en 2023. Il a fallu attendre 2 ans avant de savoir quels étaient les mécanismes de sécurité mis en place, comment est-ce qu'ils évaluaient leur modèle. Et c'est assez inquiétant de ce point de vue-là. Mehdi, vous partagez cette inquiétude ? Alors, quand on n'est pas au courant, c'est inquiétant. Quand on est au courant, c'est normal. Parce que, si vous voulez, tout le monde fait ça. Toutes les grandes boîtes de l'IA font ça. Et c'est aussi une logique de la Silicon Valley qui est ask for forgiveness, not for permission. Ne demandez pas la permission, vous demanderez pardon. Une fois que ce sera plus tard, vous négocierez avec les lois. Et c'est exactement ça. Il y a Pierre-Carl Langlais, qui est un chercheur et entrepreneur de la société Playas. Il a montré que, surtout sur le dernier modèle d'image, vous savez, avec les studios Ghibli et tout ça, aujourd'hui, les modèles s'entraînent sur toutes les données, ne respectent absolument rien. Par contre, c'est a posteriori qu'on va filtrer. On va refiltrer, c'est pour ça qu'il y a des gens qui s'amusent à casser les filtres pour retrouver qu'en fait, ils n'avaient rien respecté. Donc en fait, aujourd'hui, on ne respecte pas a priori, on prend tout et ensuite on filtre. Et c'est à peu près ce qu'on peut imaginer sur tout ce qui s'est passé. Et le fait que sur XAI, sur X ou même Facebook, les données soient gardées par les entreprises, ça, les autres ne peuvent pas y accéder. Donc c'est un actif qui est différenciant. Mais aujourd'hui, c'est inquiétant, mais quand on ne le savait pas. Mais quand on le sait, en fait, c'est déjà le cas. Et je prends juste Et on a des moyens de se protéger. Il y a quelques moyens de se protéger, mais vous savez, c'est Montesquieu, la force s'oppose à la force. Il faut absolument avoir le même niveau de force. Il y a quelques moyens de se protéger. Je prends l'exemple, il y a un droit dans le RGPD, il ne respecte pas grand-chose, mais celui-là, il le respecte. Si vous demandez à vos données soient effacées, mais il faut faire un mail, un formulaire, ce genre de choses, effacées, je parle, vous n'apparaîtrez plus dans les résultats, par exemple, d'OpenAI. Il y a un avocat américain qui s'appelle Jonathan Zittrain. Si vous tapez son nom, ça fait bugger OpenAI immédiatement parce qu'ils savent qu'il a demandé à ce que ce n'est pas le cas. Ou Disney. Si vous demandez une image faite par Disney, ça bug automatiquement parce qu'ils savent que Disney va les attaquer immédiatement. Mais avec RG, vous pouvez demander des images de Tintin ou autre chose. Ils n'ont pas peur et donc ils y vont. Donc c'est vraiment la force s'oppose à la force. Et il reste très peu de force européenne pour s'opposer à tout ça. Comment on se protège alors chaque individu ? On refuse absolument tout partage avec ces chatbots finalement. On peut refuser, mais c'est aussi, ça passe aussi par des actions au niveau européen. On a des cadres de loi qui sont en train d'être mis en place au niveau européen, à la fois sur le copyright, mais aussi sur les enjeux d'évaluation, sur les enjeux d'atténuation des risques, qui peuvent éviter faire en sorte que le développement soit fait de manière responsable et protéger les utilisateurs des plus grands risques. Après, ça reste compliqué. Là, Mehdi parle de rapport de force, c'est effectivement l'enjeu. Et puis, ils sont tellement déjà avancés, finalement, dans cette captation de données personnelles, pas que personnelles, de données tout court. De données tout court, exactement. Ouais. Donc, il y a aussi l'enjeu de créer des concurrents, en fait, en Europe. Et on aura l'occasion d'en reparler plus tard dans l'émission, mais c'est le moyen de peser dans le rapport de force. Oui. Alors, moi, je voulais juste... Oui, pardon, Mehdi ? Non, je veux juste dire, il y a aussi une assez grande forfaiture de l'Europe par rapport à ces sujets. C'est-à-dire ? Parce qu'en 2024, Meta a essayé de venir et d'entraîner ses données sur l'IA. Oui. Et ils lui ont dit non, il faut le consentement de l'utilisateur, comme le RGPD, les lois le donnaient. Au bout d'un an de tractation, lobbying ou ce genre de choses, on est passé de l'intérêt du consentement à l'intérêt légitime. C'est une exception en fait qui est prévue dans l'AIA Act, c'est ça. Alors là, c'est même le même RGPD. Dans le RGPD. C'est dans le RGPD, c'est de l'intérêt légitime, c'est-à-dire qu'avant, si j'ai pas besoin de vos données, mais je vous les demande gentiment, je dois avoir votre consentement actif, positif, éclairé. Je dois dire oui. Et en fait, ils ont négocié avec l'autorité de la CNIL irlandaise pour arriver à un débat où ils arrivent à dire maintenant, il faut que les gens s'opposent à un intérêt légitime. J'ai un intérêt légitime à utiliser ces données. Je veux améliorer l'application pour eux. C'est un intérêt légitime, je n'ai pas à leur demander leur consentement, l'intérêt légitime. Et ce qui s'est passé... C'est un peu comme l'intérêt légitime pour un chercheur, pour un grand sujet de recherche. En fait, ça lui donne une exception au RGPD. C'est pas tellement une exception, c'est un autre cadre qui a moins de contraintes et moins de respect de l'utilisateur. Okay. Et juste pour finir, donc l'autorité de contrôle irlandaise a dit OK pour l'intérêt légitime. Les CNIL européennes avaient 3 mois pour contredire la décision, la CNIL française qui est quand même assez forte avait, et puis finalement ils ont décidé de ne pas opposer, de ne pas y aller, et ils ont juste communiqué sur le fait que attention, il va falloir sortir vos données, faire un opt-out. Mais donc si vous voulez, ils accompagnent la décision plutôt que de la challenger, parce que Meta est basé en Irlande,
Et en Irlande, l'autorité de contrôle est moins stricte que la CNIL française. Ouais. Donc il y a de la géopolitique derrière. Absolument. Alors, mais juste comme ça pour savoir, ça veut dire que vous allez vous opposer, vous allez utiliser cette case opt-out ? Moi, oui, je comprends ce qui se passe, donc à la rigueur, je vais voir, je vais m'opposer. Mais je fais même partie d'une class action aux États-Unis, quand je vivais là-bas, Cambridge Analytica, où Facebook a dit on va donner 800 millions de dollars de dommages et intérêts à tous les gens qui font la demande dessus. Je fais même partie de cette class action-là. Je ne suis pas forcément un activiste, mais quand je peux, j'évite. Voilà, d'accord. Et vous, Charles ? A priori, oui. Si le formulaire, je parviens à le trouver, j'essaierai de le remplir. Ouais, voilà, vous allez voir, il y a plein de sites internet qui détaillent les manipulations. Alors, je voulais vous lancer sur le projet de CERN européen pour l'intelligence artificielle. Vous aviez commencé à nous en parler, Charles, lors de votre premier passage. Rappelez-nous un peu quel est le concept. Tout à fait. Alors le CERN, tout d'abord, c'est une initiative, une coopération intergouvernementale lancée après la Seconde Guerre mondiale pour mener à bien des recherches en physique des particules. C'est dans le contexte de l'IA, l'idée, c'est que l'Europe est dépassée par les États-Unis, par la Chine, même par le Royaume-Uni, et que ça serait une occasion pour elle de se positionner. Premièrement, la première étape, ça serait pour les gouvernements européens de s'associer pour investir dans la puissance de calcul en commun. En ce moment, on a beaucoup d'efforts différents qui sont un peu dispersés. L'idée, ce serait de réduire cette duplication des efforts pour investir. En Europe, on a une excellente communauté scientifique, on a une énergie bas carbone, on a beaucoup d'avantages qu'on peut utiliser et qu'on peut mettre à profit à travers une initiative comme un CERN pour l'IA, donc une coopération scientifique intergouvernementale. Ça, c'est la première étape. À l'avenir, ça serait aussi intéressant d'accepter d'autres pays dans cette initiative européenne. L'idée, c'est que... Extra-européen. Exactement, extra-européen. Pourquoi ? L'idée, c'est que la compétition, l'environnement stratégique actuel, il est caractérisé par deux grandes puissances dans l'IA, mais aussi de manière générale, la Chine, les États-Unis. C'est une dynamique de course. Ça mène ces pays à éviter, par exemple, de réguler l'IA pour garder leur leadership et leur suprématie. Le problème, c'est que ça mène à des risques. On le voit très bien au niveau des entreprises. OpenAI, qui fait face à beaucoup de concurrence, a réduit la durée de temps qu'elle donnait à des évaluateurs externes pour tester leur modèle. Donc c'est passé de quelques mois, il y a plusieurs années, à maintenant quelques jours récemment pour leur dernier modèle. Et cette dynamique, elle s'applique aussi à la compétition entre États. L'idée, en concentrant la recherche et le développement de l'IA les plus avancés dans un projet international collaboratif, ça serait d'éviter ce genre de dynamique de compétition ou de concurrence extrême pour que ce développement soit fait avec des normes de sécurité élevées, avec la communauté scientifique internationale et d'éviter les déboires potentiels. Mehdi, ça vous inspire quoi, cette idée, CERN européen de l'IA ? Alors, l'idée est très intéressante, mais c'est pourquoi on le fait. Pourquoi on le fait et donc il y aurait de super avantages à faire un CERN de l'IA. Tout d'abord, les chercheurs auraient accès à une capacité de calcul à l'échelle d'un GAFA. Donc ça, à l'échelle d'un Google, d'un Amazon ou d'un OpenAI, donc à peu près 100 000 processeurs, 100 000 cartes dessus. Aujourd'hui, aucun chercheur vraiment n'a accès à ça, hormis dans ces sociétés-là, XAI ou autres. Ça aurait un avantage aussi de leadership. Avec tous les chercheurs qui veulent partir des États-Unis, on aurait enfin une entité de recherche à la pointe. Parce qu'il faut savoir aussi que énormément de thésards aujourd'hui sont pré-embauchés par Meta, par OpenAI en amont. Le projet FAIR, par exemple, que Liliane Lequin avait fait à Paris, c'était exactement ça. Mais donc, ils sont déjà en thèse, ils sont déjà embauchés chez Meta en thèse. Donc, ça redonnerait un leadership sur la recherche dessus. Ça aurait d'autres effets positifs, de la coopération, des résultats. Financer une IA... Je sens arriver quand même le mais... Ah oui, il arrive. Financer une recherche aux valeurs européennes en contrepartie d'une recherche américaine. Les valeurs, les RGPD, les AI Act seront directement dedans. L'enjeu, c'est, attention, c'est quand même de l'argent public, c'est de l'argent du contribuable, qui part déjà des labos de recherche. Il y a un réseau qui s'appelle ELIS, de laboratoires de recherche dans l'IA. Il y en a 40 distribués. Ça risque de sucer tout cet argent-là dans une seule entité très centralisée, très étatique, multi-étatique. Donc ça, c'est un premier point. Et puis, il y a un autre point aussi de gouvernance. On est quand même il y a l'extrême droite en Europe qui est pro-Trump, pro-Musk.
qui a attaqué, je ne sais pas si vous avez vu, HelloKitties, vous savez, quand ils ont voulu sortir de X créer un outil pour justement pouvoir migrer toute sa communauté de Twitter X vers Blue Sky ou d'autres plateformes décentralisées. Voilà, ils les ont attaqués assez violemment après dessus. Et puis attention, le dernier point, c'est qu'on est aujourd'hui dans l'ère de l'usage de l'IA. Yann Lequin, Luc Julia et Ilian Sutskever, qui sont des fondateurs de OpenAI ou des grands chercheurs, ont dit qu'on avait atteint un point dans la recherche, un point d'arrêt. On n'a pas de nouveaux concepts scientifiques qui vont révolutionner l'IA. Donc aujourd'hui, on est dans l'ère de l'usage, dans l'ère des applications. On n'est plus dans l'ère de la recherche fondamentale, en tout cas pour les 5-6 prochaines années. C'est l'enjeu des agents, donc de l'usage. Et donc là, si on fait un CERN de l'IA pour gagner les 5, 6, 7 prochaines années, on a complètement tort. Si c'est pour gagner les 20, 30 prochaines années, là, c'est le cas. Mais attention, qu'on ne se trompe pas, c'est quand même l'argent du contribuable. Qu'est-ce qu'on est en train de gagner et surtout, qu'est-ce qu'on est en train de ne pas gagner. Et puis comment on s'entend à plusieurs États, si c'est même au-delà de l'Union européenne. Alors, il ne nous reste plus qu'une minute. Je voulais vous partager, puisque justement, on est dans cette période de cas d'usage. C'est le moment ou jamais de partager des petits usages que vous avez trouvés chouettes. Donc moi, je vous partage le mien. Moi, j'ai été absolument bluffée par Notebook LM de Google. Alors, la punchline est quand même tueuse. Réfléchissez mieux sans réfléchir plus. Ça m'a un peu inquiétée. Mais le résultat est sympa. En fait, on peut lui demander de compiler des tas d'informations sur un sujet et de le retranscrire sous forme d'un podcast. C'est super bien joué, ça prend quelques minutes. Les voix jouent les hésitations humaines. Enfin voilà, ça m'a beaucoup amusé. Votre appli. Je me permets juste sur Notebook LM, ma femme organise un des plus gros festivals de podcasts de France, qui s'appelle La Claque à Marseille, et c'est le sujet. Ah bah ça ne m'étonne pas. Voilà, donc c'est ça. Moi, c'est Kinetics. C'est aujourd'hui, quand vous faites générer des vidéos, très souvent, ça fait des mouvements bizarres. Des gens qui dansent, les modèles ne savent pas faire. Mais là, si vous vous enregistrez, vous faites un geste, le personnage qui était dans la vidéo refait les mêmes gestes que vous, avec une précision assez incroyable. Et c'est une start-up française, Kinetics. Kinetics, voilà. On les a reçus dans Smartech. Super. Et moi, ça sera moins original, ce sera d'OpenAI, le dernier modèle O3, donc, qui est assez intéressant, donc qui a plein de capacités assez impressionnantes. Une qui est assez intéressante et un petit peu inquiétante. Vous lui donnez une image d'un lieu que vous avez pris dans la rue, par exemple, et le modèle va analyser les différentes parties de l'image et vous dire avec une précision assez incroyable où est-ce que l'image a été prise. Ah, c'est génial, parce que je connais une application où on doit, c'est pour rapport à la géographie. Exactement, GeoGuessr. Exactement. Comme ça, on peut gagner à ce jeu-là. Eh ben, super, merci beaucoup à tous les deux. Charles Martinet, je rappelle que vous êtes responsable des relations institutionnelles au CESIA, et Mehdi Medjaoui, le fondateur notamment de Génération AI et Happy Days. Merci encore. Merci à vous. Et pour terminer cette édition, on invite Hervé Lejoin, advisor. Bonjour Hervé. Bonjour Delphine. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler d'OpenAI qui finalement reste sous contrôle d'une association à but non lucratif. Alors peut-être que vous pourrez d'abord nous rappeler la genèse et l'objectif d'OpenAI. Oui, à mon avis, c'est important de le faire. Donc OpenAI, en fait, a été créé en 2015 à l'initiative d'Elon Musk et de Sam Altman, qui à l'époque dirigeait l'incubateur Y Combinator aux États-Unis, dans la Silicon Valley, qui est un des plus grands incubateurs aux États-Unis. Et Elon Musk, à ce moment-là, a injecté 100 millions de dollars. Et cependant, et là, c'est là où il y a un cependant, elle n'a pas été créée sous forme, on va dire, d'une start-up habituelle, qui est une société, mais sous la forme d'une association à but non lucratif, non-profit aux États-Unis, dont la mission était de développer, en fait, une intelligence artificielle générale. Donc c'est là qu'on commence à voir le côté LLM général, c'est-à-dire capable d'être très autonome et surtout, et c'est pour ça que c'était à but non lucratif, d'être très sûr et de bénéficier à l'humanité. Donc ça, c'était vraiment dans les statuts, c'était vraiment au bénéfice de l'humanité et très sûr, très contrôlé. Donc c'était un très beau et un vaste programme, et cependant, ça n'a pas duré très longtemps, puisque, du moins, ils ont démarré. Mais en 2018, Elon Musk, il a claqué la porte à la suite d'un conflit avec Sam Altman, probablement, alors c'est pas très clair, mais probablement justement sur des nouveaux objectifs de cette intelligence artificielle, et qui étaient moins alignés finalement avec les valeurs initiales. Et suite à cela, Sam Altman, il a créé une structure, là pour le compte à but lucratif, en dessous en fait de cette association, parce qu'il ne pouvait pas faire autrement, mais qui était donc toujours contrôlé majoritairement par ces associations. Et surtout dans quel but ? Dans le but de lever des fonds, parce qu'il avait levé 100 millions de dollars, mais il lui fallait là beaucoup plus de fonds. Et à ce moment-là, c'est là où Microsoft est rentré en 2019, ils ont investi plus d'1 milliard de dollars.
en échange d'un partenariat privilégié pour commercialiser. Et ensuite, on connaît l'histoire. La première version est sortie en 2022, qui a transformé notre vision de l'intelligence artificielle. Donc cela, c'était tout beau, tout ça, mais ça demandait énormément d'investissement. Et là, à ce moment-là, Microsoft va s'engager à mettre 10 milliards de dollars, mais pour finalement avoir une exclusivité sur la commercialisation avec un partenariat. Et ce qui a valorisé à ce moment-là la société en dessous, toujours pareil, pas la maison, pas la non-profit, à 29 milliards de dollars. Et donc, qu'en est-il de l'association à but non lucratif ? Finalement, elle est restée en contrôle, mais encore une fois, à un moment donné, il y a eu des nouveaux objectifs. Ils ont parlé de super intelligence. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Sal Matman était parti avec cette super intelligence qui devait surpasser à horizon 2030 toute l'intelligence humaine globale. Et là, c'est là où il y a eu des ennuis, puisque c'est là où finalement le board, son conseil d'administration, qui était composé de gens très indépendants, pas du tout business entre guillemets, ils l'ont licencié. Et à ce moment-là, ça a été, si vous voulez, l'épisode rocambolesque où il est parti un peu chez Microsoft, il y a une partie des équipes qui est partie, puis finalement il est revenu. Tout ça dans un week-end. Et donc, voilà, il est revenu, et là, il a tout changé, et il a dit, OK, maintenant, il avait le pouvoir. Il y avait Microsoft au board et compagnie, et là, il s'est dit, OK, maintenant, l'objectif, c'est de monter une structure, ce qu'ils appellent en fait une structure d'utilité publique, une société d'utilité publique, qui là permettrait finalement de récupérer des fonds investis, mais qui sortaient un peu du scope. Et là, ça, justement, à la fois, ça l'a aidé à lever 6 milliards de dollars derrière, donc encore une fois, pour continuer de faire tourner OpenAI, et en signant un énorme accord avec Microsoft. Mais cet accord avec Microsoft, il était assujetti au fait que Microsoft disait « je vais récupérer 75% de vos futurs bénéfices jusqu'au moment où je rembourserai mes 13 milliards ». Parce que Microsoft avait bien compris qu'il y avait un problème avec cette structure et que ce n'était pas une société normale, on était dans du non lucratif. Et ça restait un frein finalement à la récupération des fonds. Donc de nombreux mondes à ce moment-là, suite à tout ça, ont quitté OpenAI pour fonder et participer à la fondation d'Anthropic et autres. Donc là, il y a eu vraiment un éclatement des équipes. Et surtout, cette annonce, ça a mis le feu aux poudres. Et Elon Musk, avec ses avocats, ils ont attaqué Sal Matman sur justement le fait qu'il ne pouvait pas transformer la structure initiale, effectivement, à but non lucratif, en une société d'utilité publique. C'était contraire aux lois, c'était contraire à tout un tas de choses. Mais il a poursuivi ça, et en poursuivant ça, finalement, il a été cherché. Là, on a vu, après l'élection de Donald Trump, ils ont parlé de 500 milliards de dollars d'investissement dans l'IA. Sal Matman était à ses côtés, et derrière, il a dit, moi, je veux lever 40 milliards. Mais il a levé 40 milliards auprès majoritairement de SoftBank, mais en promettant justement le fait que la structure, elle allait être, à fin 2025, à but lucratif, ce qui devrait être une société d'utilité publique. Et finalement, la vérité, c'est comme vous l'avez dit initialement, et là, il y a quelques jours, il a annoncé qu'il ne pourrait pas le faire. Et donc, il se retrouve face à un mur où finalement, pas seulement à cause du procès d'Elon Musk, mais aussi d'un contexte où il a demandé à des leaders civils, à de nombreux avocats à la fois du Delaware et Californie s'ils pouvaient le faire, et ils lui ont dit ça va être trop complexe et on ne pourra pas y arriver. Donc il est revenu en arrière, et là finalement, il a cette société en dessous, effectivement, qui est là pour faire de l'argent, mais qui reste majoritairement contrôlée par la société à but non lucratif, et donc qui doit bénéficier, toujours pareil, on en revient toujours pareil, à l'humanité, avec de la sécurité, de la sûreté. Et on verra Hervé, oui, quelles sont toutes les implications finalement de ce revirement de situation, de ce choix de Sal Matman de rester sous le contrôle de cette structure à but non lucratif. Merci beaucoup Hervé Lejean d'avoir été avec nous, puis merci à tous nos téléspectateurs de nous suivre sur la chaîne Be Smart for Change. C'était Smart Tech, on se retrouve très vite.